Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Bonjour, il y a eu un petit bug technique, ce sont des choses qui arrivent, qu'on est en direct puisque ce n'est pas enregistré. Et donc maintenant, on peut vous saluer, vous dire que vous êtes avec nous jusqu'à 14h et peut-être 7 minutes. Nous allons recevoir dans un instant Noël Chandler, qui est autrice de 2 albums de jeunesse. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, François Gabou, dessinateur de presse et auteur de BD, comme Madame Chandler, invitée à Caribule, sera avec nous. Nous allons recevoir aussi Sidi Esdras, le combat ouvrier, Angela Anani, trésorière de l'association Winnie Winnie, qu'on a déjà reçu, sera aussi là. On aura la chronique de Iman, et puis Martine Fazer, qui sera avec nous en fin d'édition pour la culture selon Martine. L'actualité, c'est aussi la CNBT. On va commencer par là. Tout de suite, c'est parti. C'est une association qui a été créée en 2002. J'étais membre fondateur de cette association. C'est pour parler des problèmes en commun des Outre-mer, en particulier les problèmes d'inondation, les problèmes de volcans, les problèmes de cyclones, les problèmes du retrait de côte avec les submersions marines et tout. Donc nous avons des points communs ensemble et c'est donc également de faire en sorte que nous puissions, vis-à-vis des pouvoirs publics au niveau parisien, de parler d'une seule et même voix, même si dans nos différents pays, nous avons des situations différentes. La délégation était présente dans le Nord-Bastère. Donc, Madame Piquion et Madame Galba ont proposé qu'ils viennent à DE pour que nous puissions parler du recul du trait de côte. Et donc, pour moi, ça a été un plaisir de les accueillir, de les rencontrer et puis de partager avec eux notre vision du territoire et surtout les actions que nous pourrions mener ensemble pour justement prendre en compte au niveau de l'outre-mer des problèmes d'érosion, d'effondrement de falaises, etc., qui minent nos littoraux. Les gens du Bourg ont compris, après le passage de Hugo et de Lénie, qu'en fait, il ne fallait pas trop habiter dans ces maisons. Donc petit à petit, ces maisons ont été transformées en commerce. Donc entre la nationale et la mer, les maisons qui sont là sont particulièrement occupées par des commerces. Voilà, il est 12h40, je vous l'ai dit, on reçoit Noël Chandler, qui est autrice d'album de jeunesse, qui sera l'invitée de Caribule ce week-end. Bonjour Madame Chandler, alors expliquez-nous un petit peu, avant même de nous parler de Ève la fourmi, puisque c'est les 2 ouvrages que vous avez produits, qu'est-ce qui vous conduit à faire des albums de jeunesse? Alors en fait, c'est le prolongement de mon travail. Je suis enseignante. Et puis j'ai été confrontée à un manque de volonté de certains enfants très jeunes en CP, de voir qu'ils n'ont pas envie de lire, ils n'ont pas envie de faire l'effort de lire. Donc j'ai essayé de trouver des stratégies pour les inciter à se plonger dans le monde de la lecture. Donc j'ai au fur et à mesure permis aux enfants de créer leur propre histoire. Et puis quand j'ai arrêté certaines activités d'avoir une classe intégrale, oui, j'ai décidé de me lancer moi-même, puisque j'ai d'abord écrit dans des journaux, oui, et j'ai vu que ça fonctionne, les histoires que je raconte ont des répercussions sur le public. Oui. Donc je me suis lancée, puisque également je suis artiste peintre, je peins également. J'ai fait quelques expositions en Guyane et en Guadeloupe. Oui. Donc je me suis dit, essayons d'atteindre le public des jeunes enfants. Donc vous avez plusieurs talents en fait. J'essaye, d'essayer. Oui. Alors Ève la fourmi, pourquoi Ève c'est une fourmi, pourquoi? Alors la fourmi, pour la simple raison que c'est déjà assez facile pour moi de dessiner une fourmi. Oui, parce que vous dessinez aussi. Oui. Et en fait, il trouver un animal facile à dessiner et puis trouver un nom porteur. J'ai pris, je vous avouerai, le nom de ma fille aînée en lui demandant l'autorisation. Oui. Parce que, pour lui montrer, parce qu'elle est partie en France, elle me disait, je ne reviens plus en Guadeloupe. Je dis, ah bon? À 18 ans, tu reviens plus. Bon? J'ai dit, non, je vais te montrer qu'il y a des choses à faire en Guadeloupe. Tu peux créer ton entreprise. Oui. Et donc, je me suis lancée en utilisant son prénom. D'abord, c'était ça. C'est Ève son prénom? C'est elle son prénom, en effet. Oui. Ève Abidon Chandler. Donc, je me suis lancée dans ce défi de lui prouver qu'on peut créer une entreprise, travailler en Guadeloupe, être diplômée et vraiment s'épanouir. Oui. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé mon premier album.
Oui. en ayant trouvé un thème vraiment porteur pour les Mais est-ce enfants. qu'Ève a été convaincue de revenir? Elle commence à être convaincue. Elle est urbaniste maintenant, elle peut ouvrir son cabinet d'urbanisme, mais maintenant elle est convaincue parce qu'il y a le manque du pays, il y a le racisme qui a beaucoup augmenté en France, il faut le savoir. Donc oui, elle est convaincue, c'est juste le salaire qui lui convient pas trop. Parce que je me dis, mais il faut faire des sacrifices quand même quand tu reviens en Guadeloupe. Ça peut pas être la même chose dans le pays. C'est évident. Alors, donc, c'était une petite fourmi qui s'appelait Ève. Elle vivait dans une fourmilière avec ses parents dans le sud Bastère. Alors, le sud Bastère, vous êtes moulienne quand même. Oui, je suis moulienne, mais depuis 20 ans, ma ville de cœur, c'est Bastère et C'est Saint-Claude. Bastère. Voilà. Oui. Donc j'y travaille, j'y vis. Oui. Et une très bonne qualité de vie, ça n'a rien à voir avec le moule, hein, mais ça nous Ça n'a permet. rien à voir avec le monde. Expliquez-moi ça un peu. Il nous manque les belles plages de Ah sable oui, oui, blanc. oui. Bon, Mais nous avons, par contre, ce que j'ai traité dans mon deuxième album, Oui. des sentiers pédestres merveilleux sur la Basse-Terre. Ça, c'est clair. Donc en fait, Et puis, il y a la nature aussi. Hein. oui, oui, oui. La nature est merveilleuse dans la région de Bastère. C'est vraiment excellent. Personnellement, ça m'a permis, quand il y avait le Covid, quand on était tous enfermés, de m'évader dans la forêt et de découvrir des marches vraiment merveilleuses. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans mon deuxième album, je présente aux enfants et aux Guadeloupéens, aux parents, en fait, des sites touristiques qu'ils connaissent, mais aussi qu'ils ne connaissent pas. Oui. Qui connaît le chemin Constantin à Saint-Claude? Très peu. Moi, je ne le connaissais pas. Ça fait longtemps que j'habite là-bas. Est-ce que vous connaissez la cascade Vaugelet à Saint-Claude? Oui, oui. Quand Mais même. elle est fermée, me semble, maintenant. Oui, elle est fermée. Voilà. Oui, je la connais très Vous bien. connaissez quand même. J'ai eu le temps d'y aller. Mais ça permet aux gens de découvrir leur pays, aux enfants de découvrir de manière insidieuse la vie des fourmis, la vraie vie. C'est une manière d'introduire un peu la SVT, en fait, Science et vie de la Terre. Oui. Et d'ailleurs, à la fin de chacun de mes livres, je pose des questionnaires aux enfants, que ce soit en français, en géographie, et ils doivent faire des recherches. Dans mon deuxième album, les héros, ce sont les grands personnages de notre histoire. Angela Davis, Gertie Archimède, Mona Kados. Ouais. Il y a même Anna Kauna, j'ai vu. J'ai commencé par Anna Kauna, puisque on ne connaît pas trop Anna Kauna, comme Marthe Rose. Anna Kauna était l'une des premières amérindiennes à avoir lutté face aux colons. Ça se passait en Haïti, par contre. Hein. Oui, c'est vrai. Mais alors, je vous pose la question quand même. Quand vous avez des fourmis dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les chassez? Je vous avoue, je les tue. Ah, vous Je les n'aime tuez pas. quand même? Non, c'est que j'aime pas avoir trop d'insectes chez moi. D'ailleurs, j'ai un chat, je l'ai habitué à m'attraper les anolis. J'avoue qu'à l'intérieur de la maison, non. Pour moi, ils n'ont pas leur place. À l'extérieur, oui, à un certain périmètre. Hein. Oui. Parce que bon, j'ai des plantes, j'aime pas trop qu'ils soient... Alors, je vois un peu dans le deuxième album, là. Alors, la fourmi folle de Capesterre-Bello. Après, les fourmis naines de Trois-Rivières. Oui. Les fourmis chercheuses de Vieux-Fort. La fourmi manioc à Gourbert. Je pensais qu'il y en avait plutôt vers Trois-Rivières. Il y en a partout. La fourmi rouge de Saint-Claude. Et la fourmi noire de Bastère. Et encore, oui. Ah, la fourmi rousse de Baïf. Et oui, ça permet aux enfants de découvrir les différentes variétés de Ouais. fourmis. Faire travailler mon imagination. Hein. J'ai parlé aussi de fourmis pharaon. Oui. Alors, en n'existe fait, pas trop. oui, c'est un livre, vos albums, ils sont un petit peu écologiques aussi. En fait, c'est pour introduire également l'écologie, le développement durable. Et dans le premier album, j'incite les enfants à protéger La l'environnement. nature, oui. Parce que leur objectif, c'était de tuer toutes les fourmis dans une fourmilière. Et non, ça leur permet de faire comprendre qu'on peut vivre en harmonie avec les animaux, surtout chez nous. Alors, comment sont reçus ces albums par les enfants maintenant que vous les voyez? Ou d'abord par les parents, parce que, vous savez, dans nos enfances, quelquefois, on nous donnait du chaperon rouge, etc., etc., Cendrillon, etc. Et je disais justement à un dessinateur qui était ici récemment que c'est fini cette histoire de Cendrillon et de Petit Chaperon rouge. On a enfin nos héros bien de chez nous. En fait, j'ai été confrontée au constat que vous venez faire. Quand j'étais enseignante en maternelle, je lisais beaucoup de livres aux enfants, mais à partir de décembre, janvier, je me trouvais avec très peu d'albums parlant de nous, nous, la Caraïbe, et avec des dessins qui représentent ce qu'on est. Donc, j'étais obligée de basculer vers des albums européens. Donc, j'ai constaté qu'il y avait une pénurie de livres pour les enfants. Il y a plus de 10 ans, et je me suis lancée, et nous sommes maintenant plusieurs écrivains
à se lancer dans l'écriture d'albums de jeunesse qui correspondent à nos enfants. Moi, j'ai deux casquettes. Et à notre réalité aussi. Mais oui, il faut notre réalité. C'est fondamental. Comment voulez-vous que l'enfant s'imprègne de son pays dès qu'il est en maternelle si les dessins qu'il voit, ça ne représente pas sa réalité? Alors, est-ce que les parents en sont conscients, c'est-à-dire, j'ai envie de poser la question toute bête, est-ce qu'ils achètent ces albums-là aussi pour leurs enfants? Oui, ils achètent. Bon, Oui. maintenant, j'ai un partenariat avec la FNAC, c'est plus facile pour les Et vous faites de l'auto-édition, visiblement? Je fais de l'auto-édition puisque j'ai fait le tour des éditeurs. Oui. Je vous ai bien dit, hein, j'écris et je peins. Oui. Pour un album qui vaut 10 €, les éditeurs me disent qu'ils me prennent 7 €, ils m'en laissent 3 €. Ouais, je ouais, dis, je mais non, sais, c'est je pas sais. possible. Oui, oui. Non, je m'auto-édite en partenariat avec ma fille. Donc, il faut se lancer avec ses propres moyens et je m'en sors très bien. Alors, vous avez fait des albums de jeunesse, vous n'êtes pas encore arrivé à la BD, non? Je le travaille avec mes élèves, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais me lancer, puisque je sens qu'il y a une demande avec notamment le festival Caribule. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, oui, à long terme, je vais me lancer. Mais mon cheval de bataille, c'est quand même de faire L'album de connaître jeunesse, oui. mes talents de peintre. Oui, alors, oui, bien sûr, au départ. Mais enfin, bon, vous savez, maintenant, la BD n'est pas seulement avec des planches. Il y a ce qu'on appelle des récits graphiques, Oui. ou qui ressemblent un petit peu à ce que vous faites, mais de dimension autre. Et donc, ça pourrait le faire. Alors, Ève la fourmi, ce sera sous combien d'épisodes? Vous ne pouvez pas demander à un artiste quand est-ce qu'il va s'arrêter. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va Non, je veux dire, s'arrêter. est-ce que c'est Il y aura un feuilleton, pratiquement? Ça sera un feuilleton, nécessairement. Oui. J'ai déjà imaginé le 3e album, il est en route. Oui. Ça sera sur la mangrove. Ah, ce sera sur Je la vous mangrove. avouerai, ça ne sera pas sur la grande terre. Parce que j'ai parlé de la basse terre dans le 2e. Mais il faut que ça corresponde à mes envies de peindre. En ce moment, j'ai envie de peindre la nature, donc j'ai préféré la mangrove. Alors, les albums, mais la peinture, il y aura des expos aussi un jour? J'expose de manière permanente à Adéhé, à Créamove. C'est une petite entreprise à Adéhé qui est au bourg et qui expose en permanence 2 ou 3 tableaux. J'ai été sollicitée par l'OVA à Saint-Claude, ça correspond à l'Office du tourisme un peu. Ça viendra. Ça viendra. C'est vrai qu'à la maison, il y en a partout des tableaux. Il faudrait bien. Ah bon, d'accord. Il y a une réserve. Oui, il y a une réserve. Oui, il y a une réserve. Un jour, vous sortirez tout ça? Oui, au fur et à mesure. Oui. Et donc, alors, je pose tout ça avec la même question aux auteurs d'une manière générale. On commence à avoir les albums de jeunesse. Ça ira jusqu'au roman? Vous avez tout compris. C'est l'objectif. Je me Parce que disais moi, bien. quand j'étais bercée dans ma jeunesse, l'un des premiers livres que mon père m'a tendu, c'est Raymond Chandler. Oui. J'ai lu, mais ça m'a un peu choqué. C'est un peu violent. C'est des films policiers. C'est des livres policiers. Oui. Et c'est vrai que depuis l'âge de 13 ans, oui, mon objectif, c'est à long terme, c'est d'écrire des romans. En effet, Oui. vous avez tout compris. Dernier point avant qu'on se quitte. Alors, vous écrivez qu'en français pour l'instant? Ah non, j'ai fait appel à d'autres enseignants, donc j'ai écrit en créole. Pas dans ces... Ouais, tu vois. Exactement, mais il n'est pas encore sorti. Donc celui-là, il est en créole. Oui. Et pour le Celui-là, il y deuxième... a du créole, oui, c'est vrai. Oui. Pour le deuxième, Max Ripon m'a aidé pour la traduction en créole. Elle va bientôt sortir. Oui. Et concernant mes autres albums, j'ai fait appel aux enseignants dans le lycée où je travaillais. Donc il y a une traduction en allemand, En allemand? en espagnol, Oui. en anglais Ah, et en sranatango. C'est la langue qu'on parle en Guyane. Les Bouchunagés, les élèves, ils parlent. Kalinago. Voilà. D'accord. Donc, Devenu international. non, en fait, C'est ça. la bibliothèque de Franconie en Guyane a reconnu mon travail, donc ils m'ont commandé des ouvrages. Donc, il y a, comme le créole, il y a un besoin d'écrire dans la langue. Oui, ça, Maintenant, ils sont à peu près 200-300 000 en Guyane. Ils ont besoin de support dans leur langue, comme nous avons besoin de support créole. Oui. Donc, ils sont demandeurs. Et comme j'ai gardé des contacts avec des enseignants en Guyane, ils m'ont fait la traduction Sranatango. Voilà. D'accord. Bravo. Et On continue. bon travail, continue. En tout cas, la Guadeloupe en a besoin. Je rappelle donc Ève la fourmi, épisode 1. On verra tout à l'heure en couverture. Et Ève la fourmi parcourt le sud de la Basse-Terre, puisque Madame Chandler habite Basse-Terre et elle est tombée amoureuse de la région basse-terrienne. Commune Mounienne. Bon, voilà, il est 12h52. C'est parce qu'on attend de voir le premier sujet de M. Cessé, oui. Oui, il a rencontré M. Cessé, c'est notre correspondant à Paris.
et on va faire tout de suite un petit focus sur Paris. C'est parti. Bon, déjà, Air Caraïbes a fait beaucoup d'investissements dans sa flotte, puisque ça a été quand même la compagnie qui a lancé une nouvelle génération de 350 000. Donc, aujourd'hui, le groupe, et on décidera de la destination de cet avion, va recevoir donc en fin d'année prochaine un nouveau 1000. Donc on annoncera bientôt où on positionnera ce nouvel avion. Donc on continue à investir dans notre flotte. On ne s'est pas arrêté et on le fait grâce à nos moyens propres et aux performances des deux entreprises qui nous permettent de réinvestir dans la modernité de cette flotte pour le bénéfice de nos clients, de nos employés. Je pense que l'ensemble de nos navigants apprécient la modernité de nos avions, mais aussi pour le bénéfice de nos résultats, puisque c'est des avions beaucoup plus efficaces. Alors, des destinations ont été supprimées, comme celle de Bordeaux, par exemple, ou de la Guyane. Est-ce qu'on va songer à y revenir? Mais nous volons toujours sur la Guyane. Et nous nous renforçons, par exemple, cet hiver sur la République dominicaine. Donc maintenant, quand on a toutes les destinations d'Air Caraïbes, que ce soit Cancun, qui a été aussi une nouvelle destination, mais que ce soit la République dominicaine, Haïti, et quand on voit donc la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, c'est quand même des destinations qui sont de plus en plus nombreuses. Donc on est en train d'évaluer l'année prochaine. Mais bien sûr, on sait très bien que dans l'aérien, il faut être prudent, c'est un peu l'ADN de notre groupe, mais il faut regarder aussi toutes les opportunités en se demandant à chaque fois est-ce qu'on peut être de bons acteurs sur ce marché-là. Alors tout un chacun poserait la question, et le prix des billets? Le prix des billets est un sujet. Après, on a essayé aussi de lancer des initiatives en juin sur un certain nombre d'initiatives tarifaires, par exemple pour les étudiants, mais aussi pour accompagner certaines initiatives de la région. On continuera à le faire. Bon, le prix des billets sera toujours une réalité, puisque l'ensemble de l'industrie a vécu des augmentations tarifaires quand même assez importantes. Après, ce qu'on voit sur l'hiver, c'est un point d'inflexion. Je pense qu'on a atteint des niveaux qui vont peut-être se stabiliser et peut-être pas diminuer. La demande semble être une demande qui un peu perd de son dynamisme. Donc il faut savoir être prêt. Voilà, alors effectivement, il y a un véritable prix des billets aujourd'hui. Alors, pour donner un exemple, aujourd'hui, un billet Pointe-à-Pitre Fort-de-France coûte pratiquement la moitié d'un billet Paris-Pointe-à-Pitre, ce qui est tout à fait anormal. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, Air Caraïbes est le seul voyagiste ça pour permettre, puisque Air Antilles, pour l'instant, n'a pas réellement repris, Air Caraïbes se trouve pratiquement en situation de monopole. Et donc, les voyageurs de la Guadeloupe vers la Martinique en paient le prix. Voilà, il est 12h55, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. Sidi Esdras, Angela Anani, Martine Fazer, puis la chronique aussi de Iman Soudan, ce soir dans un instant. Merci d'être avec nous. Il y a un deuxième. Voilà, il est 13h03. Dans un instant, nous allons recevoir Angela Anani. Bonjour. Bonjour. C'est la trésorière d'une association Winnie qu'on avait reçue l'année dernière. Content de vous recevoir. Et on parlera tout à l'heure de la conférence que vous organisez. Oui, tout à fait. Et d'une marche aussi. Et de la marche. Okay. Mais avant, elle a toujours son t-shirt Winnie comme l'année dernière. Et mais avant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est la création d'un nouveau syndicat dans le secteur pétrolier. Est-ce que ça va renforcer ou affaiblir l'UTGTG, qui est un petit peu l'UTPP, qui était majoritaire dans le secteur? On regarde ce nouveau, l'entretien d'Olivier Félix avec les responsables de ce nouveau syndicat. C'est parti. C'était une demande fondamentale à les adhérents, puisqu'il n'y a pas été trouvé dans le passé. Donc, aujourd'hui, nous créons un syndicat effectivement indépendant et qui a permis nous d'asseoir nous à ces situations de personnel, à ces dossiers à eux. Et après dit que nous avons les résultats depuis le 16 août 2022, nous avons signé un paquet d'accords et nous allons continuer à négocier, pas plus qu'il y a encore de négociations. Et nous avons quelques jours de négociations à venir, donc nous travaillons. Et nous avons des chantiers effectivement à venir, c'est des grands chantiers, en l'occurrence les NAO de branche, puisque ça, c'est fondamental. On y a aussi le problème des transporteurs où là les prix cassés par le biais de Total.
réuni aussi un problème auto-entrepreneur qui a posé, où là, c'est les gérants qui ont décidé de mettre auto-entrepreneurs dans toute station, de manière à ce qu'ils n'ont pas payé la convention, ils n'ont pas payé les charges sociales. Donc ça, nous peut arrêter tout ça, puisque nous fermons déterminés. C'est ni un manque, il faut nous faire pour nous défendre nous mieux, parce qu'en face, il est organisé. Et si nous avons senti que nous pas bien organisés, nous pas fonctionner bien comme il faut, et là nous satisfait. Et c'est pour ça que nous décidons de passer à l'offensif. Il va arriver à nous dans ce secteur-là, puisque on a visé le préfet en avril. Il dit qu'il y a tous les moyens qu'effectivement les a ouverts. Nous, en octobre 2023, à rien pour fait, les gérants ont dit nous n'ont pas ni moyens. Donc, nous sommes obligés effectivement de déclencher une zone de turbulence de manière à ce que nous fassions nous. Il y a tant d'accords que nous avons signés dans différentes stations-service, dans différents habitats de transport. Et je là, grand chantier, là, comme on a dit tout à l'heure, c'est convention collective là. Et nous confions, nous avons tapé le résultat. Mais sont des autres qui mettent l'ordre. Il y a au moins 5 secteurs Saint-Martin où là les salariés contactent moi depuis. Et puis à partir du moment où nous créons la STPPG, nous faisons rentrer en ce secteur-là, nous faisons rentrer en syndicat-là. Là, nous avons négocié, nous obtenons une cause à minima. Mais là, on a certains points qui ne sont pas respectés, donc nous sommes obligés à révéler la direction de manière à ce que nous fassions le point respecté, nous semblons avec les camarades et nous bâtir le terrain. Et certains bruits qui ont été montés, comme quoi nous sommes contre qu'ils aient baissé l'essence. Nous ne pouvons pas dire ça. Au contraire, nous sommes d'accord qu'ils aient baissé l'essence. Mais là, ça a posé nous un problème. C'est que le total, il a venu tout seul. Il a dit qu'on a baissé l'essence de 20 centimes. Mais il reste en compagnie là. Alors que nous avons un prix qui est encadré. Ça veut dire que si nous te laissé Total faire ça, Total te pété bitin là ça et nous te la disparition à les pompistes. C'est ça l'eau pas comprendre. Si tout te fait en même temps 20 centimes là ça. C'est ça nous proposer la préfecture avec l'État. Si Total veut, mais pourquoi pas les restants compagnies faire baisser taille si nous sommes d'accord. Voilà, je rappelle donc que jusqu'ici, il y avait l'UTS, UGTG et l'UTPP, Union des travailleurs des produits pétroliers. Et donc, c'est un nouveau syndicat, le syndicat des travailleurs des produits PPI, STTPG. Et on a bien remarqué Jocelyn Pinard qui a été pendant longtemps membre de l'UGTG. Un dernier point, cette fois, c'est sur la politique, la confiance sous l'octroi de mer. Vous savez que l'association des maires de la Guadeloupe va bientôt partir, comme chaque année, à la rencontre des maires français là-bas. Et quelquefois, on pensait que quand les maires partaient en voyage, c'était coup sûr de fait en bas là, fait commission. Bref, que c'était des réunions qui servaient pratiquement à rien. Alors, cette fois-ci, le nouveau président de l'association des maires, Jocelyn Sapoti, tient à mettre le point sous les i et préciser que, bien sûr, les maires et ou leurs adjoints iront à l'Assemblée des maires qui se fait en France comme chaque année la semaine prochaine. Mais cette fois-ci, il y aura un point à l'ordre du jour très important. Et c'est la raison pour laquelle il prépare d'ailleurs une réunion dès cette semaine avec les maires de la Guadeloupe, de manière à ce que, si tu arrives là-bas, ils puissent poser la question de l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est cette taxe qui permet à la région, collectivité, de pouvoir disposer d'une somme de fiscalité sur les produits qui rentrent ici et de pouvoir la redistribuer dans les communes qui en ont besoin. Et vous savez que l'État français veut supprimer cet octroi de mer qu'elle trouve en concurrence avec sa TVA. La question est posée. On regarde ce reportage d'Olivier Félix. Nous invitons bien sûr vendredi les élus de la Guadeloupe, les maires, les conseillers municipaux, mais les Guadeloupéens qui se sentent aussi intéressés, pour échanger sur un sujet important qui va être débattu à Paris le 20 effectivement du mois de novembre, la première journée qui est la journée outre-mer du Congrès des maires. Et pour la première fois, nous allons préparer ce congrès-là en Guadeloupe et préparer nos interventions sur la question de l'octroi de mer. Donc le 20, on attend, le 20 octobre, donc vendredi qui arrive là, nous attendons nos invités, eh bien, oui, à Lamentin, à la médiathèque de Lamentin, où nous allons échanger sur la problématique de l'octroi de mer et du pouvoir d'agir local des collectivités. On aura des intervenants de qualité, donc on aura M. Fred Le Breton, qui est un historien, qui a écrit, qui a fait des recherches sur l'évolution de l'octroi de mer. On aura
une jeune Guadeloupéenne experte en la matière, puisque c'est une praticienne du droit, elle est avocate elle-même et spécialisée sur les questions de fiscalité de l'octroi de mer, et qui nous parlera bien sûr du fonctionnement de l'octroi de mer, de ses avantages, de ses inconvénients et surtout de ses impacts sur l'économie, pour la ménagère, mais aussi pour les entreprises. Et puis, nous aurons un cadre de la fonction publique territoriale, un ingénieur en chef, M. Korutos, qui est DGS à la CARL, et qui, lui, nous parlera du pouvoir des collectivités, du pouvoir d'agir des collectivités, des compétences des collectivités, les moyens des collectivités grâce à la fiscalité, notamment à l'octroi de mer. Voilà, donc réunion prévue avec les maires dans les jours qui viennent avant le grand voyage au mois de novembre au congrès de l'association des maires. Je voulais dire, nous allons recevoir Mme Angela Anani, elle est psychologue, elle est trésorière de l'association Winnie Winnie, comme chaque année elle vient nous voir. Et cette fois-ci, il y a une conférence débat. Bien, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour à tous. Oui. Effectivement, nous invitons les Guadeloupéens à venir échanger avec nous autour de la thématique « Vivre après le cancer et le couple alors ». Voilà, alors, quand vous dites « vivre après le cancer », en général, le cancer, ça tue? Ça peut tuer, oui, mais ça ne tue pas systématiquement de nos jours. Alors, c'est plutôt survivre après avoir eu le cancer. On vit. Le cancer, c'est une étape. C'est une étape. C'est une étape de la vie, comme bien d'autres. Oui. Et donc, on continue à vivre derrière. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas trop sur l'idée de la survie. On est vraiment sur l'idée d'une continuité de la vie. Oui. Et justement, ne pas se cristalliser sur ce moment du cancer, mais savoir que c'est juste une étape sur le chemin de la vie, mais que derrière, il y a de belles étapes encore à vivre. Surtout pour le couple, vous dites. Alors, et notamment pour le couple qui peut avoir des zones de turbulence, on va dire, dans sa navigation, mais oui, qui doit pouvoir vivre après un cancer. Vivre après un cancer. Alors, qui interviendra dans ce cadre-là? Alors, c'est Franz César, qui est psychologue qu'on connaît, de renom, et qui va un petit peu nous présenter sa vision du couple, et puis qui surtout sera là pour échanger avec le public, répondre aux questions. Et c'est vraiment une idée d'un dialogue, vraiment d'un échange, parce que la baguette magique, elle n'existe pas. C'est chacun qui la crée chaque jour un petit peu. Donc c'est vraiment pouvoir nourrir les débats et qu'il y ait un véritable échange entre l'expertise de Franz César et l'expertise du public, puisque au quotidien, on a chacun un niveau d'expertise sur la vie de couple et il faut pouvoir le faire partager. Et donc, si je comprends bien, cette manifestation, vous la faites dans un restaurant, comme là, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, un petit côté festif quand même. Oui, toujours. Toujours avec Winnie, on aime la fête, on aime se faire plaisir et on va pas bouder l'occasion de profiter des bons plats du restaurant qu'on a. Donc, bien sûr, derrière, on va pouvoir se restaurer sur place. Et puis, il y aura aussi une jeune créatrice de mode qui va venir nous présenter un petit peu ses créations parce qu'elle a créé des coiffes originales mais pour les personnes qui sont atteintes de cancer et qui ont eu notamment de la chimiothérapie, au niveau capillaire, on est un petit peu embêté de temps en temps. Oui. Donc, on aime bien avoir des beaux couvre-chefs, changer un peu, être... Voilà. On appelle le mari-tête. En fait. Et ce sera un mari-tête un peu original, un peu plus moderne, qui n'empêche pas le traditionnel, mais de temps en temps, on change. Et là, il y a une nouvelle proposition qui nous est faite. Et donc, on la découvrira vendredi 27 octobre à l'occasion de cette conférence. Donc, vraiment, un 3 en 1, réfléchir, échanger, se nourrir intellectuellement parlant. Et se faire plaisir visuellement avec des belles coiffes et puis qui pourront servir par la suite. Et puis gustativement aussi en profiter, bien sûr, pour déguster les plats de Roland. Sinon, Winnie se porte bien? Winnie est là. On est là, on est toujours dans notre idée de la vie est belle après le cancer et qu'il ne faut surtout pas baisser les bras et toujours aller de l'avant avec positivité.
enthousiasme, voilà, envie. Alors, le Partage. rendez-vous, donc, c'est vendredi. Alors, vendredi 27 octobre à 19h au restaurant Conla pour la conférence Vivre après le cancer et le couple alors. Et puis le petit défilé de mode sur les coiffes modernes. Et puis le 29 octobre, C'est le dimanche, là. c'est le dimanche qui suit. Là, nous invitons les gens à se rassembler autour de nous pour une marche au Sondakio. Nous sommes notre 9e édition. Oui. Donc voilà, on a été un peu précurseurs sur ce modèle-là, puisque nous sommes les premiers à avoir déboulé. Et tout le monde prend vidage. Et un petit peu. Il y a beaucoup de marches maintenant. Il y a beaucoup de marches. De marches avec des t-shirts colorés. Voilà, des t-shirts colorés et surtout avec l'association des groupes APO. Oui. Mais voilà, nous sommes à notre 9e édition. On a ouvert la voie. On est content que d'autres se sont engouffrés derrière. Mais pour ceux qui sont... Le départ aura lieu où exactement? Alors voilà, le départ aura lieu sur la place de la mairie à 7h, le 29. Et la mairie de Pointe-à-Pitre. Oui. La mairie de Pointe-à-Pitre, effectivement. Et puis on va faire un tour dans la ville, découvrir les lieux emblématiques, ou redécouvrir, parce que je pense que beaucoup les connaissent, les lieux emblématiques de la ville. Et puis on revient à la mairie de Pointe-à-Pitre. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas faire tout le parcours, il n'y a pas de souci. Le point d'arrivée est le même que le point de départ. Donc, ils peuvent nous rejoindre en cours de route, même s'ils ne finissent pas avec nous le circuit. D'accord. Voilà. Il faut s'inscrire pour la marche? Alors, non, c'est libre, c'est accessible de manière libre. Donc, simplement être présent à 7h, le 29. Et puis, on a des t-shirts qu'on propose pour ceux qui veulent, il n'y a pas de souci, que j'ai sur moi, voilà. Et puis c'est surtout le rendez-vous de l'authenticité et de la solidarité. On est vraiment dans cette idée de pouvoir transmettre de la joie de vivre, mais en étant vraiment dans l'ambiance du pays. Donc on est en toute simplicité. Hein. Il ne faut pas attendre de gadgets, c'est pas notre truc. Oui. Mais par contre, on est là pour un vrai moment de partage, un vrai moment de soutien et d'union entre les gens. Donc c'est surtout ça. Bien, ben, le rendez-vous est pris. Merci Madame Anani d'être venue. Et puis les deux rendez-vous, le 27 et le 29. Voilà. Conférence sur le cancer, vivre après le cancer dans le couple. Et puis la marche, la 9e édition de la marche. Exactement. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook, on est là. Voilà. Il est 13h17. On reçoit aussi aujourd'hui Sylvie Esdras. Sylvie Esdras, c'est une militante de Combat Ouvrier. Elle a accepté de venir pour nous parler un petit peu de la situation en global en Guadeloupe et un petit peu au-delà et donner son point de vue. C'est parti. Voilà, mais aujourd'hui, nous recevons Sylvie Esdras. Bonjour. Bonjour. Elle est militante de Combat Ouvrier. Je pense quand même que Sylvie, j'ai eu l'impression que cette rentrée a été un petit peu calme. Au niveau social, je parle. Eh bien, rien n'est jamais calme au fond. Les problèmes sont toujours là, de plus en plus graves. Le chômage est toujours là, la précarité, la misère de plus en plus. Là, il y a des chiffres qui sont sortis sur la santé mentale des jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes sont déprimés. Ben, quand on n'a pas de perspective, quand on est au chômage ou quand on travaille, mais dans des conditions pas possibles, avec des salaires qui tombent au petit bonheur la chance, ben, c'est clair que c'est révoltant. C'est révoltant. Et on profite à Combat Ouvrier pour inviter tout le monde à notre réunion publique. C'est ce vendredi, le 20 octobre, à partir de 18h30 au Centre culturel Réminin Souta à Pointe-à-Pitre. Et le thème, c'est le peuple haïtien et la terreur des gangs. Parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que là, les choses se dégradent en Haïti. Et ce qui se passe là-bas est horrible. Alors, on voudrait s'exprimer là-dessus, apporter notre soutien au peuple haïtien et entendre tous ceux qui vivent ici, qui sont aussi révoltés par cette situation, et nos frères haïtiens qui habitent en Guadeloupe. On les invite aussi à venir à cette réunion publique. Oui. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, comment vous voyez quand même, j'ai envie de dire, s'occupe de la situation en Guadeloupe. On parle de Haïti, mais de la situation en Guadeloupe. Quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle de la Guadeloupe?
La situation en Guadeloupe est grave, mais comme la situation au niveau mondial, c'est-à-dire que le système capitaliste dans lequel on vit est en crise et en guerre permanente. Là, si c'est pas en Ukraine, là, la guerre a de nouveau éclaté entre Israël et la Palestine. Il y a la guerre au Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a la guerre partout. Et la France nous prépare aussi à la guerre. C'est-à-dire tous les jours, en nous mettant dans la tête qu'il y a deux camps, il y a les gentils et les méchants. Les méchants, c'est ceux d'en face, c'est les Russes, etc. On nous prépare, c'est une propagande que le gouvernement fait en disant aux jeunes qu'il existe le service national universel, le SNU, pour aller à l'armée. Ça aussi, c'est une forme de propagande pour préparer la jeunesse à la guerre, à choisir un camp. Nous, à Combat ouvrier, le camp qu'on a choisi, c'est le camp des travailleurs, le camp des exploités et le camp des opprimés. On n'est ni du côté du gouvernement français, ni du côté des oligarques russes, ni du côté de Biden et de toute sa clique aux États-Unis, puisque c'est eux qui sont responsables de la situation actuelle qui fait que les pauvres sont de plus en plus pauvres alors que les riches s'enrichissent. Vous avez entendu le nombre de millionnaires qu'il y a en France ? 3 millions de millionnaires et le chiffre ne fait qu'augmenter. Et pendant ce temps, nous, les travailleurs, les malheureux, on doit se serrer la ceinture, on doit accepter des sacrifices. Non, de l'argent, il y en a et il faudra qu'un jour, on aille le prendre là où il est. Et on voit bien que le coût de la vie a augmenté, il n'a pas cessé d'augmenter ici. Le coût de la vie n'a pas cessé d'augmenter, l'inflation va continuer à augmenter. Et c'est pour ça que si on ne se bat pas pour des augmentations de salaire, nous qui prions ça. Il faudrait qu'aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation ne soit inférieure à 2 000 euros. 2 000 euros, c'est le minimum vital aujourd'hui. Et on en est loin pour le moment. Tout à fait. Alors, quand même, il faut dire deux petits mots quand même sur ce qui se passe à la frontière d'Israël et du Gaza. C'est-à-dire qu'au niveau humanitaire, ça ne va pas du tout. Bon, là, c'est encore une nouvelle escalade dans une guerre qui dure depuis plus de 75 ans. Mais il faut comprendre ce qui se passe là-bas. C'est une oppression que subit le peuple palestinien depuis tout ce temps, puisque Israël a colonisé la Palestine, la Cisjordanie, et maintient le peuple palestinien dans une prison à ciel ouvert. La bande de Gaza, c'est un bout de terre qui est 4 fois plus petit que la Guadeloupe, avec 2 millions de personnes. 430 km². Ah, d'accord. Et nous, c'est 1600 et quelques. Alors, imaginez, c'est 4 fois plus petit. C'est qu'on sur qu'à mettre population, 2 millions de monde dans 3 communes. Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. 40 km à peu près. de longueur, à peu près. Donc, ça, c'est con de concentration. Donc, nous, à Combat ouvrier, en tout cas, nous pas ni pour le Hamas, ni pour Netanyahou, ni pour Macron, ni pour Biden, nous pour que les opprimés, les exploités d'Israël et de Palestine mettent ensemble, unis pour calbander dirigeants à eux. Parce que les dirigeants de ces deux peuples, plus les impérialistes américains, français qui jettent de l'huile sur le feu depuis des années, parce que Israël, c'est le gendarme des Américains dans la région. Vous savez que c'est une région riche en pétrole, en tout ce qui est précieux, et les États-Unis ont soutenu Israël, parce que c'est leur gendarme dans la région contre les peuples arabes autour. Donné aux États-Unis, voilà. Donc, en Israël aujourd'hui. Donc, nous, pas, pour les dirigeants, nous, on est pour que les exploités se regroupent et décident ensemble de leur sort. Et ne pas compter sur ni tel gouvernement, ni celui-là. Ces gens-là nous emmènent droit dans le mur et emmènent les populations dans une impasse, la preuve. Ok, merci Sidi. Merci beaucoup et rendez-vous à notre réunion publique ce vendredi 20 octobre, 18h30, à Rimini-Souta, le peuple haïtien et la terreur des gangs. C'est dit. Merci Sidi. On continue donc le ZCL et notre prochain invité, c'est tout de suite après. On profite pour faire un tour sur nos focus. Alors, on ne sait pas si on commence par Choukamo, je ne sais pas, c'est lui qui nous décide. Allez, c'est parti, on va voir. Alors, Anatole Kopet, surnommé Barrel, on l'appelait souvent Barrel Kopet, puisque nous sommes le 18 octobre. Il est né le 3 juillet, mais il est mort le 18 octobre. On l'appelait Barrel Kopet, est un clarinettiste martiniquais, une figure emblématique de la musique traditionnelle. C'est un compositeur, il a été pendant 10 ans
le chef d'orchestre du Bal Nègre, un célèbre cabaret dansant antillais, et le club de jazz à Paris. Il a fait danser le public avec un programme de begin, polka, ballet, jazz. En 1955, il signe un contrat d'exclusivité avec la maison de disque Philippe et réalise une dizaine de titres pour qualifier les richesses de la musique antillaise. Pardon, il compose Moins Nion l'Autonef, que tout le monde connaît ici. Un tube avec lequel il a fait le tour de l'Europe et de l'Afrique. À son retour, Martine, qui deviendra professeur de musique pour que la relève soit assurée. En 1997, il est élevé au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite et il décède le 18 octobre 2023, à 2013, je crois, à l'âge de 89 ans. Barrel Copette, musicien, on l'appelait Barrel, mais son vrai nom, prénom, c'était Anatole Copette. Merci. Voilà, il est l'heure de notre deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et la fin du ZTL, on aura la chronique d'Iman et aussi on va retrouver Martine Fazer pour la culture selon Martine. Tout ça, c'est dans un instant. Voilà, il est 13h30, Martine est déjà là. Bonjour Martine. Tout va bien? Bonjour, ça va bien, oui. On vous retrouve dans un petit moment. Oui. C'est l'heure de la chronique d'Iman. Iman avec nous. In Power, c'est parti. Nous sommes encore dans l'octobre rose et je pense que ça impacte un peu partout. Bonjour Iman. Bonjour Dani. Et ça signifie qu'Une Power s'intéresse aussi à cette question puisque beaucoup de femmes, on le sait, qui ont subi quelquefois, qui ont passé un moment difficile avec le cancer, ont des fois une image pas toujours positive d'elles-mêmes. Comment faire? En fait, c'est vrai que la maladie, le cancer du sein a atteint on va dire plus préférentiellement les femmes, même s'il y a certains hommes qui sont atteints, mais c'est globalement des femmes. Et ça va vraiment atteindre leur féminité et leur image corporelle. Bon, déjà, basiquement, parce qu'il y a une intervention, il y a mastectomie ou pas. En tout cas, il y a intrusion physique qui fait que il va falloir travailler sur son image de soi. Qu'est-ce que ça reflète? Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, savoir comment faire pour garder cette image positive de soi malgré la maladie et comment, avec la maladie, on peut peut-être être plus résiliente et plus forte, puissante. Alors, la première chose, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est l'image positive de soi, l'image de soi? Alors, une image de soi, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui permet de se reconnaître, d'accepter toutes les parties de soi, y compris celles qu'on n'aime pas. Parce que c'est ça. Il peut y avoir des imperfections, des changements liés à la maladie. Comme on disait, le corps a des marques, a des cicatrices, et c'est accepter ces cicatrices et ces marques qui vont être parfois un challenge pour la femme. Et on peut différencier cette image de soi de la compassion. En fait, c'est d'être bienveillant et accepter justement de se traiter avec égard et avec positivité, voilà. Et ça impacte comment sur l'image, cette image? Alors, sur l'image de soi, ça va impacter à plusieurs niveaux. On va dire déjà sur sa confiance en soi. La confiance en soi qui va faire que la maladie touche vraiment dans la profondeur, l'essence même de la femme. Elles vont être plus facilement fragiles, se sentir plus facilement fragile, susceptible d'accepter ou pas ces changements physiques. Ça va atteindre aussi l'estime de soi parce que oui, ça m'atteint moi. Est-ce que je suis capable d'accepter cette situation, de faire face à ce défi, à cette maladie avec une attitude positive et aussi mon bien-être émotionnel, déjà personnel, mais aussi familial parce que ça impacte l'environnement dans lequel la femme se trouve. Donc ça va susciter stress, dépression, anxiété, est-ce que je vais réussir à surmonter ça avec tout ce que ça engendre en fait. Et c'est surtout pour les femmes atteintes du cancer du sein? Alors bon, là on parle de l'octobre rose puisque c'est le mois, oui. Mais c'est pour toutes les maladies, hein, c'est pas que le cancer du sein. C'est vrai que le cancer du sein ou le cancer gynéco, toutes les parties qui sont vraiment spécifiques à la femme vont vraiment toucher de façon particulière
l'essence féminine même, parce que justement, il y a tout ce côté attribut féminin qui est voilà, le sein, l'utérus, parce que c'est la maternité, c'est ce qui fait on différencie basiquement l'homme de la femme. Donc ça a vraiment un impact spécifique sur ces femmes-là, sur le rôle qu'on a dans la société, parce que voilà, on associe la femme à ses rondeurs, parce que c'est des attributs féminins, et que basiquement tout le monde, voilà, on sait qu'une femme, elle a des seins, elle a des fesses, enfin voilà. Et donc il s'agira de retrouver, de rétablir l'image de soi par rapport à ça, pour pouvoir se sentir à nouveau confiante et belle, quel que soit en fait le corps qu'on a, et de pouvoir l'accepter. Et c'est un vrai challenge aussi. Donc ça demande aussi beaucoup de communication et de soutien familial et environnemental pour pouvoir se reconstruire en fait. Et ça atteint même jusqu'à la féminité, cette maladie? Tout à fait, en fait, parce que la féminité, comme je disais, en fait, c'est pas que l'aspect physique, c'est aussi l'aspect personnel, énergétique, on va dire, féminin, de réceptivité, de vulnérabilité. Donc ça va atteindre à différents niveaux, au niveau du corps, parce que les traitements médicaux font que le corps s'affaiblit, qu'on peut perdre des cheveux. Donc les cheveux, quand même, c'est la femme. C'est ce qui fait que maintenant on a en plus le rapport antillais aux cheveux un peu particulier. Donc il y a une vraie démarche à avoir par rapport à ça. La mastectomie, ça veut dire que comment je m'habille tous les jours, ça va impacter sur comment je me sens, mon esprit, ça va engendrer beaucoup de bouleversements émotionnels, de préoccupations. Oui, comment on va me percevoir, comment je vais être en relation avec l'autre, etc. Et au niveau personnel, vraiment profond, au niveau de l'âme, ça va vraiment affecter sur est-ce que je suis toujours une femme? Parce que profondément parce qu'on attribue la femme à ses aspects, ses apparences physiques, est-ce que moi, dans ma féminité, j'arrive à me retrouver, en fait? Donc, c'est beaucoup de bouleversements qui sont sous-jacents et dont on ne parle pas assez, je pense, en fait. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une réponse positive à toutes ces difficultés, à ce manque d'estime de soi, à sa remise en cause de sa propre personnalité? Donc oui, on va pouvoir agir, et c'est important d'être accompagné toujours, que ça soit par des associations qui existent. On a déjà reçu ici Amazon, mais il y en a d'autres, de se faire suivre par un thérapeute, par un psychologue, d'être accompagné, parce que la maladie, il y a différentes étapes en fait qui permettent à la personne d'accepter sa maladie. On passe par différentes étapes. Au début, c'est sûr qu'on va pas être dans cette approche-là, mais au fur et à mesure, on va pouvoir accepter son corps, donc encourager à accepter son corps comme il est, peut-être trouver des moyens justement, que ce soit par l'expression de soi, l'art, la danse, la sophrologie, trouver des méthodes alternatives qui vont permettre d'accompagner cette manière positive de se voir maintenant différente, d'être accompagné comme je l'ai dit, et de chercher vraiment une connexion intérieure sur la féminité. Ça voulait dire quoi pour moi avant, et maintenant ça veut dire quoi pour moi maintenant, et d'accepter de communiquer. La communication est hyper importante, ça va réduire l'isolement, ça va me permettre de me sentir reconnue, validée dans mon parcours, dans mes sentiments, dans l'affirmation de qui je suis, je ne suis pas la maladie, je suis plus que ça, et de créer vraiment une communauté de soutien autour de soi. Ça, c'est hyper important. Le dernier mot, c'est sur les clés même qu'il faut pour cultiver une image positive de soi. Je m'adresse à la thérapeute. Alors, on va être déjà dans la pleine conscience dans son corps, vraiment de se reconnecter avec le corps qui est actuellement comme il est, sans jugement, sans pensée négative, sans langage interne négatif, parce que c'est souvent ça, on est souvent plus négatif envers soi qu'envers l'autre. On va s'entourer, comme j'ai dit, de soutien, pratiquer beaucoup d'autocompassion. Donc ça peut être
par des autocâlins, on parle des hugs, c'est très à la mode maintenant, se faire des lettres de pardon, des lettres d'amour, s'éduquer donc parfois au changement physique qui peut être accompagné si on peut porter des perruques ou porter des prothèses, célébrer ses victoires, la victoire de la vie tout simplement parce que on est résiliente, on est sorti de ça et ça c'est super important pour pouvoir être positif parce que on est vivant. Et c'est le rôle de la thérapeute. En tout cas, merci Iman. J'espère que les femmes qui sont dans cette situation prendront conscience. Et si vous avez raté le début de cette chronique, vous avez la possibilité de le retrouver sur le net. Oui. Alors juste pour terminer, je propose aux femmes qui veulent justement se reconnecter à cette puissance intérieure, on va dire cette féminité, une journée qui sera le 28 octobre. Oui. Donc ça c'est à Bouillante où il y aura plusieurs pratiques justement pour retrouver sa puissance de femme. Donc ça vous pouvez me contacter par mail ou par WhatsApp, Insta, Facebook et autres. Voilà. Voilà, c'est dit. Voilà, merci Iman, qu'on va retrouver dans quelques jours. Et tout de suite, le ZCL continue. C'est parti. Mais voilà, il est 13h41. Juste avant de retrouver Martine, le choucamo du jour, on va le prendre. Mot Guadeloupe, tous les jours, c'est Odadia qui nous propose ça. Andélala, en créole de la Guadeloupe, traduit un état de grande fatigue, d'épuisement. Quand nous sommes fatigués, nous avons coutume de dire qu'on l'a crasé, mais être andélala, c'est carrément se sentir en menu morceau. En créole d'Haïti, andélala a le même sens. Alors, Martine, nous pas en délala, non? Mon cher, si on est en délala, on va être là. On va être là. Bon, c'est parti. Générique de Martine, il va y mettre en route. Bonjour Martine. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour Danick, à nos auditeurs, téléspectateurs et puis également à mon fan club. Et puis je vais saluer mes enfants. De Moule ou bien de la Guadeloupe? De la Guadeloupe. Je ne suis pas chauvine. Je ne suis pas chauvine, à peine. Et je vais saluer mes enfants qui sont de passage en Guadeloupe pour quelques jours, pour qu'ils retrouvent le bonheur d'apprécier cette île si chaude en ce moment. Oui, j'imagine. Bien, en tout cas, bien bonjour, je suis bien contente d'être là. Alors, avant de commencer ma chronique, je voudrais faire un petit coucou. Oui, quelque chose que je connais bien. Quelque chose que tu connais bien, mais que moi, j'ai découvert avec grand plaisir. Oui. Ça s'appelle FAP. Merci. Voilà, FAP, magazine caribéen des industries, des industries culturelles et créatives. Oui. Ce monsieur qui est ici présent en est, on va dire, le porteur de projet. Oui. Mais comme il est discret, j'en parle. Et en plus, c'est de la culture dont il s'agit. Et en plus, c'est pour parler de la 12e édition du festival Caribule. Donc, si vous trouvez ce magazine, eh bien, écoutez, vraiment... Il est gratuit, hein? C'est un gratuit, j'allais le dire. Mais Danick, comment tu fais pour toujours intervenir dans mes propos? Au parler sans en parler? Non, en parler sans en parler. On va prendre du vent avant de vent prendre. Ouais. C'est ça? Donc, un magazine qui vous permettra de rencontrer l'équipe de Caribule déjà et d'une, mais surtout d'avoir une vision déjà progressiste, très en avance sur tout ce qui est l'industrie culturelle et créative. Donc, vous allez avoir un rendez-vous trimestriel, Danick? Oui, tout à fait. Pour l'instant. Mais nous allons plus loin. Mais il y a plus loin. Et peut-être qu'il y a un de ces jours-là qui est écrit là aussi. Martine n'a pas envie de dire ça là, en direct. Voilà, mais... On peut dire ça des cases, mais comme vous avez dit ça, donc ton prochain article est bienvenu. Tout fort. Oui. Et dedans, ce que j'ai apprécié aussi, un hommage à Gérard Loquel, Grand Moon, figure populaire de la Guadeloupe. Donc, FAP, j'arrivais, il gratuit, allez chercher. Les autres qui trouvaient à Canal 10 aussi. Et vous pouvez trouver au MAC pour le Caribule. Au MAC pour...
voilà, donc je disais quelques mots rapidement. Mémorial Act du 20 au 22 octobre, Festival Caribule. Vous savez déjà, là, voilà. Ici, donc, Festival Caribule au MAC. Du 20 au 22 octobre, il y a comme d'habitude des ateliers, des animations, des auteurs qui sont là avec des dédicaces, du cinéma, de la musique. Caribule, c'est vraiment le festival, le grand festival donc de la bulle. La bulle, vous savez maintenant ce que c'est, hein, autour de la BD. Merci. Et donc, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer avec beaucoup d'auteurs. Donc, si j'ai l'occasion, je reparlerai dans mon magazine littéraire, qui devrait se faire la semaine prochaine, si Dieu veut. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, en tout cas, vous savez déjà, mon petit sommaire, c'est que je vais vous parler aujourd'hui, moi, d'une grande dame dans cette chronique. J'essaye de mettre à chaque fois un personnage devant la scène, à chaque fois que c'est possible. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une grande dame qui nous a quittés déjà depuis 2014. On a fait un hommage à cette dame, Madame Mundo Rivelle, pour aller très très rapidement sur son nom. La grande dame de la chanson créole qui, avant l'heure, bien, a fait partie de tous ces grands cabarets créoles. Elle a été l'une des chanteuses très très présentes à la canne à sucre. J'ai eu le temps d'aller à la canne à sucre. Ah bon? Écoutez, oui, à l'époque où j'habitais de l'autre côté. Et donc, de son vrai nom, c'est Cécile Jean-Louis Baguio. Mundo Rivelle est né, le disais-je, à Bordeaux, le 7 janvier en 1918. Hein, c'est pas hier. Mais de parents guadeloupéens, monsieur Henri Jean-Louis Baguio et de Fernande de Rivelle. Elle est née dans une famille très, très, très musicienne. Donc, évidemment, sa mère, qui était diplômée du Conservatoire de Paris en violon et en piano, eh bien, forcément, a amené sa fille très rapidement à la musique. Et donc, elle a vécu, elle a grandi entourée d'instruments et elle a vu passer également auprès de ses parents des grands noms de la musique créole et des grands noms de la musique antillaise. Donc, elle a été célébrée en Guadeloupe déjà, et d'ailleurs, notre chère amie, je la salue au passage, la chanteuse Winnie Kaona, c'est elle qui avait été à l'initiative d'un hommage. Oui, elle fait son centenaire. Voilà, absolument, pour fêter le centenaire de Madame Mundo Rivelle. Et je salue donc Winnie pour tout ce travail qu'elle fait autour de la chanson créole, de la biguine notamment. Mais alors, on va dire rapidement, mais qui était Madame Mundo Rivelle? À travers ses chansons, donc, on a rencontré cette grande dame qui est née, je le disais, à Bordeaux. Elle est fille de 2 musiciens. Elle a elle-même été primée au travers de la musique. Elle a rencontré les plus grands noms de la musique créole, entre autres. Mais au travers de cette éducation musicale, il faut savoir que dès l'âge de 11 ans, elle a commencé à chanter ses premières chansons, dont 2 titres qui ont été écrits par sa mère et qu'elle a interprété à l'âge déjà de 15 ans et accompagnée de sa maman au piano. Elle donne un premier récital au cabaret La Boule Blanche à Paris, qui était vraiment le lieu du cabaret créole et du cabaret dans son grand nom. Boule Blanche à Paris, pour elle, elle est devenue chanteuse, guitariste, pianiste, peintre, comédienne. Je le dirai tout à l'heure, elle a interprété de nombreux rôles. En tout cas, elle a été invitée sur plusieurs grands film. Et puis, donc, c'est vraiment au cabaret, le disais-je, des Fleurs, dans le quartier de Montparnasse, qu'elle a commencé sa carrière. Elle a chanté à la Tomate, qui était aussi un lieu de rencontre des musiques noires, mais également de jazz, rue Notre-Dame de la Lorette à Paris, et qui était alors, au moment où elle chantait là, et Paris, qui était en pleine occupation, il faut le dire. Et c'est un peu avant la guerre qu'on va la retrouver en vedette à l'ouverture du nouveau cabaret du nom de la Canne à sucre, où elle a œuvré pendant de nombreuses années. Mais après cela, eh bien, elle a été, on va dire, remarquée par un militaire au moment où elle a été invitée aux États-Unis, et ce militaire n'était autre qu'un impresario, on va dire cela comme ça, et qui lui a permis de vraiment montrer son savoir-faire au travers, donc... je disais, appréciée par un militaire américain. Donc, elle a pu, grâce à lui aussi, être invitée dans un grand nombre de concerts, a fait des tournées dans différents pays de l'Europe, et donc est revenue, après 2 années d'absence de France, elle est revenue à la canne à sucre. Et pendant cette laps de temps où elle n'y était pas, eh bien, il y a une autre personne qui y a fait son entrée, c'était Jenny Alpha. Jenny Alpha, qui était... Ouais. Elle, la grande chanteuse, mais actrice aussi, actrice également, comédienne également. Jenny Alpha est martiniquaise, mais elle a à son tour aussi interprété durant de nombreux mois à la canne à sucre. C'était vraiment le grand lieu de rencontre des jazzmen, de la culture créole à cette époque. Donc la voilà mariée donc avec
avec un clarinettiste et surtout musicien de jazz américain. Et puis, à son retour à Paris, eh bien, elle reprend sa place à la canne à sucre. Puis, elle passe en vedette dans des soirées de gala. Elle a invité également dans les pays africains. Elle a fait de nombreux pays de l'Europe. Et elle est reconnue, et jusqu'à ce jour, comme étant vraiment la grande dame de la musique créole. Celle qui a promu cette musique, celle qui l'a portée sur ses épaules. Elle est quand même décédée à l'âge de 94 ans, hein, pas loin de... Ah oui, elle est née en 1918, elle est morte en 2014. Donc tu vois, elle a fait vraiment une très très grande carrière. Une très belle femme, admirée, adulée et qui a représenté dignement la Guadeloupe durant toute sa carrière. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mundo Rivel, eh bien... on plébiscite la carrière qu'elle a menée et tout ce qu'elle a fait au niveau de la télévision française également pour promouvoir la musique créole. Je vais juste finir sur elle en donnant quelques distinctions honorifiques. Elle a été faite chevalier de l'Ordre national de la Haute-Volta, puisqu'elle a créé un hymne pour ce pays. Elle a chevalier de l'Ordre national du mérite, médaille de la ville de Paris, médaille de courtoisie française, médaille de la commune de Sainte-Anne, lieu de naissance de ses parents, officier de l'Ordre national du mérite en 1994, médaille de la ville de Pointe-à-Pitre en 1996, chevalier des arts et des lettres en 1997. Et je pense que je n'ai pas tout retrouvé. Voilà, donc une grande dame. C'était ton grand focus sur Moun. Oui, c'était un grand focus parce qu'elle le mérite. Je voulais le faire depuis longtemps. Et, voilà. Mais je reviendrai sans doute sur sa carrière au travers de l'un des dispositifs, des émissions que j'aurai à Canal, surtout dans le ZCL, qui seront beaucoup plus longs et qui mettront le focus sur des pans de la culture guadeloupéenne. Aujourd'hui, deuxième temps de ce sommaire, rapidement, c'est vous parler, pour ceux en tout cas que cela intéresse, je fais un focus là sur les campagnes de subvention. Nous sommes tous dans la culture à la recherche de fonds. N'oubliez pas que la DAC, le ministère de la Culture, met en place un certain nombre de fonds qu'il faut aller chercher. Ils sont là, donc n'hésitez pas à postuler. C'est la campagne de subvention 2024 qui commence dès maintenant. Les demandes d'aide au projet de fonctionnement se font au niveau de la direction de la culture et des affaires culturelles, la DRAC, directement. La DAC. La DAC, la DRAC et la DAC. Oui. Des formulaires de demande de projet au fonctionnement également et à l'investissement sont à votre disposition. Les dépôts se font en ligne, vous le savez. Tous les dossiers de subvention 2024, c'est auprès d'eux qu'il faut les faire sur des plateformes de démarche simplifiées. Donc ces formulaires sont déjà à votre disposition. Cela va concerner quand même pas mal d'aides. J'en ai recueilli quelques-uns. Aides au projet et au fonctionnement pour la création artistique 2024. Les aides au projet de fonctionnement donc artistique. Les aides au fonctionnement des labels et arts visuels. Au fonctionnement des... qu'est-ce que j'ai encore ? Demandes annuelles de subvention sont en cours pour toutes ces aides-là. Et puis, il y a aussi, pour 2024, les formulaires disponibles pour les démarches simplifiées. Et donc, ces formulaires sont ouverts. Il faut y aller, il faut aller postuler pour pouvoir être, pourquoi pas, aidé et accompagné sur des projets que vous portez, qui sont des projets au niveau de la culture, au niveau donc même de vos investissements personnels, au niveau de la création artistique, allocation ne serait-ce que d'installation de matériel et achat de matériel. Là aussi, vous avez des aides spécifiques. Soutien pour des festivals dans le champ de la création artistique. Les dépôts de dossiers doivent se faire là, avant la fin de l'année 2023 pour 2024. L'aide à l'écriture aux œuvres musicales originales. Les dépôts de dossiers sont clos pour l'année 2023, mais des formulaires seront bientôt mis à disposition pour l'année 2024. Donc, surveillez ces sites pour pouvoir obtenir ces aides. Et puis, aide à l'itinérance des cirques de création. Là aussi, vous avez des formulaires qui sont à venir et qui pourront vous accompagner sur toute la création, tout ce qui est circassien. C'est le mot qu'on emploie pour ce secteur. Et il y a des fonds régionaux d'art contemporain également, dont les formulaires seront bientôt en ligne pour l'année 2024. Les appels à candidature pour les fonds de mobilité, cette fois-ci Caraïbes, lorsque vous avez des projets qui vont vous demander de faire venir des artistes sur la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, ou lorsque des artistes ou guadeloupéens vont aller sur les territoires nationaux en Europe, là aussi vous avez des aides particulières. Il y a un dispositif qui est mis en place pour vous accompagner dans la prise en charge des artistes
sur ces deux, comment dirais-je... Surtout les billets qui sont très chers. Surtout pour les billets maintenant, prendre un billet pour la Guadeloupe, aller en France hexagonale ou revenir, Martine, c'est de la folie. Hein, Un billet pour la Martinique coûte la moitié du prix d'un billet de la France. Hein. Mais non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et je crois, chers députés, chers sénateurs, chers tout, c'est ce sur lequel aussi vous devez vous positionner parce que c'est presque intenable. Si vous avez des enfants qui font des études, aller rendre visite. Député, il va payer billet. Oui, donc je ne veux pas connaître prix à billet là, d'accord, voilà. Mais il y a beaucoup de Guadeloupéens qui doivent aller rendre visite à leurs enfants, qui doivent payer des billets pour leurs enfants. C'est inadmissible qu'on ait des billets à 900, 1200 € entre la Guadeloupe et la France hexagonale. Ouais. C'est juste pas possible. Il te reste 15 secondes, Martine. Oui. Oui, il te reste 15 secondes. Il me reste 15 secondes, donc j'en aurais fini. Je vais juste donner deux petits agendas, si vous le permettez. Et je précise quand même, Martine, en te coupant une fois de plus, comme d'habitude, que tu auras une émission spéciale bientôt à programmer avec notre programmatrice, qui est programmée et qui est faite. Voilà, donc une émission spéciale avec les agendas, avec des personnes de la culture. Et la première va porter sur la partie... Voilà. Je raconte. On ne va pas à présent. Mais en tout cas, donc, ça sera sur la culture. Le premier sera autour du littéraire, le deuxième sur la musique et j'en prépare un troisième. Donc c'est déjà dans les festivals du monde en vue. C'est là en ce moment, donc un tas de films à voir. C'est en ce moment. Il y a aussi ce vendredi 20 octobre, Danny Kiel en concert à la Casar. Oui. Donc il faut y aller. Tendre son nez ou Ouvésier pour nous pas démouner au Palais des Sports, ça c'est là, maintenant le 21-10, donc vraiment des manifestations extrêmement intéressantes et une série de manifestations qui se font à Musard. Actuellement, il y a encore Ronald Cyril qui a son exposition, mais il y a toute une programmation à Musard. Je vais y aller, je reviendrai avec plein d'infos, des choses que j'ai vues pour vous prochainement, pour la prochaine édition de notre chronique. Voilà, et puis je le dis encore, Aya Nakamura en live, mais c'est pas tout de suite, c'est au mois de novembre. On en reparlera. C'est Orange pour ses abonnés. Alors, si vous voulez, abonnez vite à Orange pour à des prix compétitifs. Anna Yakamura qui passe bientôt en Guadeloupe. Mais j'y reviendrai aussi au parc d'activités. Et puis un hommage à Jacob Desvarieux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je rappelle très rapidement que nous avons eu au début du ZCL, bien évidemment, Noël Chandler qui a présenté ses deux ouvrages qu'elle présentera à Caribule ce week-end. C'est une autrice qui fait des albums de jeunesse, très intéressant. Elle a bien expliqué. Nous avons reçu aussi Sidji Esdras de Combaouye qui a fait un petit tour sur la situation politique nationale, guadeloupéenne et internationale. Angela Nani, psychologue association Winnie Winnie, pour une conférence débat Vive après le cancer et le couple, qu'est-ce qu'il devient? Ce sera le 27 en Canada. Et puis, bien sûr, on a eu aussi Iman pour sa chronique comme pour eux. Et nous finissons avec Martine. Comme d'habitude, sa chronique CSM, c'est pas le moule. L'actualité était très fournie aujourd'hui. Et je dis, rappeler deux petits mots rapidement. Le secteur pétrolier, un nouveau syndicat. Désormais, ça s'appelle le syndicat des travailleurs des produits pétroliers, SCPG. Ensuite, il y a eu cette conférence sur l'octroi de mer qui est prévue avec le président de l'association des maires dans le cadre du congrès des maires qui aura lieu en France au mois de novembre. On n'a pas eu le temps de voir une tube de Bibrac, mais on le verra probablement ce soir dans le JT de Canal. Et le CREPS où Jérôme Laporal a rencontré un certain nombre de jeunes Guadeloupéens. Et puis nous sommes allés aussi à Paris voir la directrice d'Air Caraïbes qui nous a expliqué que le décattement d'Air Caraïbes ces temps-ci, mais il n'a pas dit nous quittant ces billets-là qui est baissé, mais on a eu un petit focus avec elle grâce à M. Maurice Cessé, notre correspondant à Paris. Vous connaissez Maurice Cessé? Oui. Donc, il y a Paris, dit bonjour. En tout cas, nous avons fini pour aujourd'hui. On a eu un choucamo sur Andélala. Andélala, s'il est vraiment qu'on l'a crasé, on ne peut pas qu'il y ait encore Andélala. C'est Odalia qui nous a fait ce petit mot de sortie du dictionnaire historique du créole guadeloupéen de M. Hector Poulet. Andélala, on va quand même changer l'expression là, ça, Andélala, ou Andélala, ou un Chepi, ou un Michpo, ou Andélala aussi. Et puis, elle nous a fait un petit focus sur Barrel Copette, musicien martiniquais. Tu parlais tout à l'heure de Monde Rivel, mais c'est la même époque, hein, c'est tous ces mondes-là, ça. Grand musicien. Né 3 juillet et qui est décédé soit le 18, soit le 23 octobre, mais ce n'est pas le 18 octobre 2023, il y a une petite erreur. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par... Ah oui?
Par qui monde? Allez chercher. Yann, c'est pas Jordan. Yann. Jordan, c'était jusqu'à hier. Et Yann, toute la semaine. Essayé. Et on se retrouve demain pour la suite des émissions du ZCL. Ciao, bye bye. Et à demain à la même heure. Je suis en train.